Alors, juste pour commencer, la présentation, es-tu sur le site? Oui, là. OK, parfait. Alors, pour commencer, en fait, je vais juste vous dire que quand j'ai commencé à pratiquer en 94-95, la première étude qui était sur le BRCA, qu'on venait de connaître, le BRCA1, BRCA2, je me suis dit, wow, hey, c'est le fun, mais en même temps, je me suis dit, ça se peut pas que, ouais, on le sait, là, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On enlèvera toujours bien pas les seins. Je me rappelle d'avoir eu cette discussion-là. Puis là, je me vois présenter aujourd'hui en disant, oui, on enlève les seins. Puis j'espère peut-être encore que peut-être dans 10 ou 15 ans, je vais dire, ah, on les enlève plus parce qu'on va avoir trouvé quelque chose d'autre. Alors, c'est mon rêve. Alors, je vais revenir sur les objectifs de la présentation. Alors, en fait, on m'a demandé de parler de la mise à jour des recommandations pour le dépistage génétique. On a un petit peu parlé, je vais revenir brièvement. Comprendre les enjeux thérapeutiques pour les patients atteints d'un cancer du sein et d'une mutation. Et connaître les différentes approches techniques de reconstruction mammaire et ce que ça implique maintenant. Ce n'est plus juste un geste, il y en a plusieurs et on va en discuter abondamment. J'aime toujours commencer ça par un cas clinique. Alors, je vais vous montrer un cas qu'on a de plus en plus, en fait, une situation où on voit une femme arriver de 35 ans en bonne santé, qui a déjà eu des grossesses et qui a dans son histoire familiale, qui est évidemment essentielle, une histoire de cancer du sein à l'âge de 50 ans chez une de ses tantes. Elle a perçu une masse au niveau du sein droit il y a quelques mois. On a envisagé de faire l'investigation comme d'habitude, mais à mammo-écho, on voit 2 lésions dans différents cadrans. Et à l'examen physique, la masse est beaucoup plus grosse, 10 à 12 cm, avec un ganglion qui est palpable. On a biopsié le tout. C'est un cancer autant dans les deux masses dans le sein et dans l'aisselle. Il s'agit donc d'un cancer relativement, disons, avancé, si on veut, avec un bilan, par contre, d'extension négative, donc il n'y a pas de métastase. Je commencerai par une petite question pour vous réveiller après la pause. Alors, quelle serait votre approche? Est-ce que, je sais que l'auditoire est peut-être un peu biaisé, y a-t-il nécessité de dépistage génétique? On se rappelle du cas. Alors, oui ou non? Ma question est très simple. Ouais, ben c'est parfait, vous êtes éveillé. Alors, on va passer à la deuxième question. On est quand même... c'était pas fini encore, excuse-moi. On a combien de secondes? 10 secondes? Est-ce que c'est fini comme ça? Parfait. Alors, 98% vont faire un test génétique. Ma deuxième question, c'est celle-là qui est la plus pertinente. Est-ce qu'on le fait en électif ou on le fait en urgence? C'est-à-dire, est-ce qu'on le demande rapidement ou on attend dans le parcours que ça se fasse, on te fait la demande, etc.? Vous me faites un petit signe en arrière quand vous me dites que c'est fini pour que je vois la tendance. C'est fini. Alors, effectivement, en urgence. Ou bien il y en a qui ont lu ma présentation à l'avance, ou bien vous êtes tous là très intéressés. On va continuer avec ma présentation. Alors, en fait, on va y répondre au cours des prochaines minutes. La majorité des cancers, comme le mentionné ce matin, la première présentation, c'est des cancers qui sont sporadiques. Une certaine partie vont avoir des BRCA, BRCA2, 3 à 7%, mais il y a quand même des patientes chez qui ont moins de 30 ans. Eux, on va observer jusqu'à 25% qui vont avoir des mutations génétiques. La suspicion d'une mutation génétique a un grand impact maintenant sur l'approche chirurgicale et médicale en contexte de néoplasie. Puis il est important maintenant de voir qui va en bénéficier de façon urgente ou élective. Pour ce qui est des critères, on va revenir quand même au fait que les critères, on change régulièrement. Je suis contente qu'on ait déjà une présentation, on fait du rappel au cours de cette journée, mais récemment, il y a des critères qu'on a réévalués même en groupe au Centre des maladies du sein, où on s'est assis, on se dit, écoute, avec les génétiques, quels sont les critères qu'on doit prioriser et qui ont besoin d'avoir un test génétique. Ce qu'on voit, je ne les répéterai pas tous ici, on les a mentionnés ce matin. Ce qui me paraît le plus important, c'est de voir à quelle quantité le nombre de patients qui en nécessitent va être plus grand, surtout avec l'histoire personnelle, familiale, où on a plus que 3 cas suivants de toute la série. On a-tu un petit laser ici? Non. En tout cas, j'ai fait une erreur. En dessous. Bon, alors, en fait, la quantité de petits cancers qu'on voit ici à côté, où là, on augmente la quantité de patients qui en nécessitent. 3 fois plus de patients qu'il y a 20 ans, effectivement. C'est beaucoup. Ça prend une organisation. On a des tests urgents. On a établi des critères
du moins enceinte pour se dire priorité 1, priorité 2 qui ont été présentées. Généralement, la patiente de moins de 40 ans, les triples négatifs, celle dont l'histoire familiale a plusieurs cancers, quand il y a des cancers bilatéraux. Et pas juste en ovaire qu'on a besoin de médicaments, mais de plus en plus, que ce soit en métastatique, on aime bien les savoir, avec les traitements ciblés comme le PARP inhibitor qu'on a parlé, les autres médications qui vont être peut-être mises en adjuvant également, éventuellement. Donc, c'est important de le savoir. On a mentionné les étapes, on a des protocoles bien établis. On a mentionné peut-être qu'on est chanceux ici à Québec parce qu'on a effectivement, après le pédigree qui est fait, le généticien qui peut être vu, ça c'est de façon élective, mais quand j'ai une patiente qui nécessite d'avoir un traitement rapide pour une chirurgie, ben je peux faire le test parce qu'on nous autorise, on passe par le même petit processus et on a des rencontres de groupe qui nous font, en fait, il y a une consultation de groupe qui nous permet de les cibler, ils comprennent plus ce qui se passe et le test est rapidement demandé et reçu pour qu'on puisse prévoir la bonne intervention chirurgicale. Sinon, dans les cas électifs, mais ils passent évidemment par le processus qui sont vus par le généticien explication. Le chirurgien oncologue va le voir, le plasticien, la gynéco-oncologue d'emblée, on les fait voir, et tous les intervenants, psychologues et autres qui sont associés à notre équipe, aux équipes de chacun des centres. J'ai repris ici une diapositive de Dr. Simard parce que je la trouvais importante. C'est qu'on voit effectivement dans une de ces diapositives-là, les différents gènes et leur fréquence. Et on voit que oui, on a toujours parlé de BRCA1 et 2, mais maintenant, comme on l'a mentionné, il y en a plus de gènes. Donc, faut être vigilant, mais il faut savoir quoi faire avec. C'est beau d'avoir une mutation dans le check-tout, mais qu'est-ce que ça donne? Alors, on voit aussi l'incidence, la fréquence de cancer associée. On voit aussi que les SNP, quand on parlait ce matin, les polymorphismes, il y en a. Effectivement, des fois, c'est pour savoir quel médicament on va avoir. Peut-être qu'il va y avoir une association de SNP à un moment donné qui va nous faire en sorte que cette fréquence-là va s'additionner pour donner un cancer du sein. Il faut être vigilant. C'est ce qu'il faut savoir, mais donc, il faut s'arrêter sur certains cancers plus précocement, sur quelques gènes plus précocement, plus attentivement. Alors, dans les différentes mutations et les variants génétiques du cancer du sein, on les voit sur cette diapo-là aussi. Il y en a d'autres, puis il faut savoir quoi faire avec. Le généticien va nous aider, mais aussi l'histoire familiale qui va entrer en ligne de compte des fois pour déterminer la meilleure chirurgie pour la patiente en ce qui concerne le cancer du sein. Alors, vous savez, il y a un suivi qu'on doit faire pour celles qui n'ont pas de cancer. Je vais y revenir parce que c'est important, puis ça faisait partie aussi des guidelines qu'il faut suivre. Alors, l'examen physique aux 6 mois fait par un médecin, la résonance magnétique à partir de 25 ans, ainsi qu'une mammographie ou une tomosynthèse à partir de 40 ans. Bien entendu, il y a de l'individualisation. On peut faire une échographie au besoin s'il y a des anomalies ou si une histoire plus difficile chez certaines patientes est conseillée par le radiologiste. Ou si dans une famille, il y a un cancer à 30 ans, je pense qu'il y a de la vigilance à avoir. Mais c'est des cas particuliers, il faut le savoir. Puis je pense que les professionnels sont là pour guider. Comme le mentionnait la première présentation, la meilleure moyen de prévention du cancer du sein, quand on sait qu'il y a une mutation génétique de type BRCA, c'est la mastectomie totale bilatérale. C'est la seule procédure qui va diminuer efficacement à long terme le cancer du sein. On dit 95%, 96%, mais le risque de cancer devient moindre que celui de la population générale féminine. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va diminuer ensuite les examens. Généralement, on n'en fait pas d'examen, donc vous comprendrez que ça diminue beaucoup l'anxiété reliée à chaque examen, chaque biopsie chez une patiente. Alors, ces guidelines-là font en sorte que on est en mesure de rassurer la patiente, mais il faut toujours leur dire qu'ils ne sont pas à 0% de voir un cancer et qu'on les met dans le champ sans avoir de cette information-là. Des fois, il arrive que lorsqu'on opère, on retrouve un cancer dans le spécimen de mastectomie. Alors, on a parlé de l'analyse détaillée d'un sein lorsqu'on a une prophylaxie de l'utérus, détail de l'utérus, c'est-à-dire pas de l'utérus mais de la trompe, ben en sein aussi. C'est vraiment trié au millimètre près et on retrouve des petits cancers. Bien souvent, ce sont des carcinomes in situ, mais il peut arriver des carcinomes infiltrants dans moins de 5% des cas. Mais pour ça, c'est pas parce on ne suspecte pas, on fait pas de ganglions sentinelles d'emblée lorsqu'on fait une chirurgie préventive des seins. De façon générale, vous comprendrez que les femmes qui se font faire préventivement, ils vont avoir une reconstruction, mais ce n'est pas une obligation. En 20 ans, je pense que j'ai eu 2 patientes seulement qui ont subi l'intervention sans reconstruction. Alors, qui en bénéficie de façon générale? On a parlé du BRCA 1 et 2, mais également celles dont le risque est élevé à plus de 30%.
Alors, dans les différents grands guides savants, dont le NCCN et l'ESMO, les plus récents, on a discuté, et effectivement, BRCA1, BRCA1 et 2, TP53, PTEN sont probablement celles qui vont avoir le plus de bénéfices avec une plus grande assurance pour les patients, mais il faut le considérer pour les différents gènes PALB2, ATM et CDH1, mais avec une moins grande, bénéfice. Et pour les CHEK2, NBN, NF1, STK11, on a une évidence insuffisante à gérer selon cependant l'histoire. Vous comprendrez que celle qui a beaucoup d'histoires familiales, on les discute justement en cas de rencontre multidisciplinaire pour que la décision soit bien prise, mais c'est important de savoir ces guidelines. Alors, le but du sujet, c'était de présenter les mutations avec le cancer du sein. Quelle est notre approche en chirurgie? Alors, selon les derniers guidelines, toujours de 2018, lorsqu'une patiente a une mutation, entre autres BRCA, on parlait d'une contre-indication à faire une chirurgie partielle, mais une indication relative. On n'obligera pas la patiente, mais on va lui donner les données qui sont qu'on a un risque plus élevé de faire un cancer du sein, dans le même sein, de 27% et de 25% de l'autre côté. Alors, ce sont des recommandations et c'est pour ça que le test a de l'importance. En ce qui concerne, je l'ai mentionné, s'ils ont un cancer du sein, on va faire la mastectomie totale avec le geste approprié au niveau ganglionnaire, soit un biopsie de ganglion sentinelle ou un évidement axillaire. Les principes du traitement néoadjuvant et adjuvant sont les mêmes. Pour l'instant, il y a des fois peut-être qu'on va avoir des chimiothérapies qui vont être plus ciblées. C'est du cas par cas encore parce que les données sont pas toujours à point, mais il y a des fois que ça peut nous changer la dynamique. En ce qui concerne la reconstruction mammaire immédiate, on va l'offrir via des patientes, évidemment, plus qu'auparavant, même s'ils ont un cancer. Si elles ont un cancer, alors c'est surtout les cancers, par contre, qui ont des bons pronostics, on va le privilégier, où on a une sécurité, qu'on va avoir des marges négatives, ou chez une patiente qui le veut bien aussi, qui a les critères. Alors ça aussi, on aime ça en discuter préalablement avec une équipe multidisciplinaire, parce qu'on veut savoir est-ce qu'il y a de la radio ou pas de radio. Vous savez comment c'est maintenant. On fait un ganglion sentinelle, il y a peut-être un peu de radio. C'est important qu'on ait ce contact-là avant de procéder à la chirurgie pour avoir le moins de regrets possible par la suite. Revenons au cas clinique. Alors, dans le cas de la jeune dame de 35 ans, elle a subi une IRM bilatérale. Il n'y avait pas d'autres lésions de l'autre côté. Elle a subi un traitement néoadjuvant, ce qui m'a permis, évidemment, d'avoir le test génétique avec une période de réflexion aussi pour la patiente. Ça, c'est avantageux dans ces cas-là. Et on a une très bonne réponse clinique. Et ça m'a permis, donc, de passer à un traitement que j'aurais pu faire plus agressif au départ avec un évidement en faisant un ganglion sentinelle, ce qui est recommandé. J'ai reçu son test et c'était une mutation du gène CHEK2. Heureusement, j'avais Jocelyne à côté de moi qui l'a vu. Et puis, on est capable de faire à ce moment-là le conseil génétique. Si ça avait été négatif, c'est un peu différent. Mais on lui avait expliqué qu'évidemment, il y a un cancer du sein avec un risque de 23-48%, pas de l'ovaire, mais du cancer du colorectal aussi. Et un cancer du sein contralatéral était plus risqué, de l'ordre de 29% à 10 ans. Elle a tout pensé à ça, mais dans son cas, elle a décidé de choisir une mastectomie totale, le ganglion sentinelle dans un premier temps. Elle avait des jeunes enfants à la maison qui avaient 2 ou 3 ans, si je me souviens. Et le ganglion sentinelle, malheureusement, à la suite de l'intervention 5 semaines plus tard, s'est avéré positif, ce qui impliquait de faire une chirurgie. Du coup, elle dit, bon, c'est ça la chirurgie, puis c'est toujours pris pour faire une autre chirurgie, j'aime mieux me faire enlever l'autre sein. Vous voyez comment dans une vie, on peut changer d'idée, puis c'est ça qu'il faut évoluer avec la patiente. Fait que des décisions, des fois, qui sont prises, peuvent changer en cours de route, puis j'ai accepté parce que son risque était là, puis je voyais aussi quelles contraintes elle avait dû à subir. Alors, elle n'a pas eu de reconstruction et c'était son choix. On aurait pu le faire à ce moment-là aussi, on avait quand même une idée. Par contre, il fallait avoir de la radiothérapie parce que là, on avait la pathologie. Et là, elle se disait, mon Dieu, avec les enfants à la maison, c'est beaucoup d'ouvrages. Donc, c'est beaucoup des considérations qu'il faut prendre en ligne de compte. Elle, donc, voulait avoir une reconstruction tardive. Ce qui m'amène à parler de la reconstruction mammaire. Alors, il existe différentes méthodes, comme on le sait, de reconstruction. Je vais surtout parler de la reconstruction chirurgicale, mais je tiens à dire un petit mot sur la reconstruction non chirurgicale qui
hors contexte pour une mutation. Vous savez, il y a plusieurs patientes qui soient plus âgées ou peuvent pas en avoir, doivent porter une prothèse externe qui est lourde et difficile. Mais il existe maintenant des épiprothèses qui vont se développer d'une vitesse un peu plus rapide, j'ai l'impression, dans les quelques mois. Puis je voulais en mentionner un petit brin, parce qu'au CHUC, ils ont fait une étude où avec l'étude Symbiose qui faisait en sorte de fabriquer des faux seins, mais qui étaient beaucoup plus sous forme manuelle, avec un poids beaucoup plus léger et qui était creuse. Alors, il y a eu une étude sur 50 patients, mais là, ce qu'on veut développer, puis c'est ce qui va être peut-être en avenir, c'est de développer avec une équipement 3D une rapidité plus importante de ces prothèses-là. Puis, on peut s'accommoder un petit peu mieux pour les patientes, et donc, je pense que ça va être à considérer pour certaines patientes. Peut-être pas pour les mutations, mais je voulais le mentionner quand même que ça peut se faire. Dans les grandes reconstructions chirurgicales, il y en a deux types, celle avec prothèse ou celle avec notre propre tissu. J'ai heureusement le Dr Sébastianelli qui a déjà entamé le processus de l'explication, mais on va commencer par les prothèses. Alors, lorsqu'avant, on voyait les patientes, même il y a une quinzaine d'années, on voyait que les patientes avaient besoin d'avoir 2 seins pour faire une reconstruction pour les mutations. Il n'y avait pas assez de tissu autogène et souvent, on se lance dans une opération avec des prothèses et malheureusement, on n'avait pas toutes les techniques optimales d'aujourd'hui. On faisait des expansions de tissu dans l'espace en dessous du muscle pour pouvoir procéder à l'intervention définitivement en deuxième temps avec l'utilisation de prothèses. Maintenant, on a du matériel qui recouvre la prothèse et vont à s'ajuster au muscle pour pouvoir éviter d'avoir des mauvais résultats esthétiques. Et on est capable de le faire en un seul temps. Ça fait quand même une différence pour la patiente quand on leur explique qu'il va y avoir plusieurs opérations peut-être, mais il y en a une de moins, ça fait quand même intéressant, surtout que lorsqu'ils viennent de l'extérieur. La deuxième portion, on va parler des tissus autologues. Il y en a différents types, les DIEP, des lambeaux du grand dorsal et des trames, qu'on fait un petit peu moins souvent. Je vous montre un exemple ici d'un expanseur tissulaire. C'est quoi un expanseur? C'est comme un ballon qu'on va mettre dans un espace pour expandre l'espace qui n'était pas là, en dessous d'un muscle par exemple ou en dessous de la peau. Et on le grossit jusqu'au volume désiré. Donc, c'est toujours un processus qui se fait avec la patiente, mais ça implique donc plusieurs visites. Et une fois que le volume est adéquat, on fait une opération pour le remplacer par la prothèse. Ici, on voit sur le schéma... C'est le petit pinceau, ça? Ah, oui. Alors ici, la matrice cellulaire dont je parlais, qui est en fait une matrice à base de derme cadavérique et qui coûte très cher, on la place souvent dans l'espace tout juste à côté du muscle pour justement recouvrir la prothèse entre la peau pour pouvoir avoir un meilleur résultat esthétique. Il y a une autre technique maintenant on pense qu'il va avoir un impact, c'est celle qui va être au-dessus du muscle et on va faire comme un petit hamac, on va la recouvrir. Et c'est une autre tendance qui fait en sorte que les patients ont peut-être un peu moins de douleur parce que c'est des procédures aussi qui sont pas indolores et les patients sont quand même des fois affectés par ça. Alors, c'est une autre approche. Elle prend un peu plus d'envergure, mais coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Alors ici, on voit d'une autre façon la prothèse de gel qu'on a mis en place avec une matrice dermique qui était le standard qu'on fait. Donc, pour la plupart, présentement encore, c'est ce qu'on fait avec quand même des beaux résultats. Je vous mets la deuxième tendance qui est l'implant prépectoral qui permet d'avoir un plus gros volume aussi souvent. Alors, le derme dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le petit tissu là qui est là avec des petites perforations. On l'emballe donc comme un petit cadeau, puis on va le déplacer dans le sein. Ça a l'air simple comme ça, mais ça a des conséquences, ça a des gestes aussi, mais c'est surtout que je pense que pour un patient qui, exemple, voudrait avoir cette opération-là, ça coûte autour de 16 à 20 000 $ par patiente si on calcule les 2 seins et les prothèses. Ici, on voit un exemple justement de mastectomie bilatérale avec prothèse et reconstruction, mais on a tout mis le complexe aréole et mamelon. Je vais vous redire pourquoi on peut le faire maintenant. On a une sécurité pour le faire. On a quand même des résultats qui sont satisfaisants. Ici, on a un tatouage sur cette patiente-là. Pour ce qui est des procédures autologues, on a effectivement bien expliqué ce matin la technique du DIEP qui consiste à prendre du tissu du ventre et de le rapporter dans l'espace en faisant un anastomose, en fait un lien entre les vaisseaux qui sont pris de l'épigastrique en la ramenant sur la mammaire interne. Voici un résultat d'un DIEP presque immédiat où on n'a pas encore la reconstruction du mamelon et celle 4 ans, la même personne après 4 ans.
Lorsqu'on a eu de la radiothérapie chez une patiente qui, entre autres, voudrait avoir une reconstruction, puis on fait la construction de l'autre sein pour dire quelque chose, c'est toujours un point important pour nous en chirurgie parce qu'on a des moins bons résultats, plus de risques. Alors, on s'assure de toujours mettre un produit soit qui est autogène ou un lambeau du grand dorsal pourrait faire l'affaire pour recouvrir la prothèse pour protéger la peau. Il existe des exceptions, mais dans un cas, c'est une solution pour des patients qui ont une grosse atteinte cutanée. Alors ici, on voit d'un côté un grand dorsal avec la reconstruction avec la peau, et ici, ça a été simplement avec une prothèse et une couche d'alloderme sur le sein gauche. Ce sont des résultats qui sont pris à notre clinique. Alors, vous allez me dire, les prothèses mammaires, oui, est-ce qu'on en met encore avec tout ce qu'il y a eu comme polémique cet été? Oui, on en implante encore. Seules les prothèses texturées ont été en cause pour augmenter le risque de lymphome anaplasique à large cellule, qu'on a maintenant BIAALCL. Et en fait, on sait qu'à peu près 5% des prothèses texturées ont été mises en place, de façon globale au Canada. Alors, le risque estimé de faire un cancer est estimé à 1 sur 3000 dans les dernières données. On ne recommande pas d'emblée de les enlever, mais c'est une possibilité pour les gens qui sont anxieux. Et on demande de surveiller s'il y avait une douleur anormale ou une masse anormale au niveau du sein. On en a placé plus des prothèses texturées chez les patientes qui avaient des reconstructions parce qu'il n'y avait pas de tissu. C'était une belle technique chez justement les patients qui avaient des mutations. Donc, on s'est assuré, par exemple, à notre clinique, on a fait le message de divulguer quel était vraiment le risque et qu'est-ce qu'il fallait faire et s'informer quelles prothèses elles avaient. Alors, c'est important de vérifier qu'est-ce qu'elles ont et s'ils ont problème de consulter. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on installe évidemment juste des prothèses lisses, non texturées, et du moins, il va y avoir encore probablement beaucoup de recherches à cet égard-là, mais tout produit qui est externe au corps produit une réaction, mais jusqu'à quel point, je pense que c'est ça qui va nous faire l'avenir. Alors maintenant, la chirurgie, quand est-ce qu'on fait la reconstruction? On a parlé de quand est-ce qu'on fait la mastectomie. On peut la faire en même temps ou pas en même temps, mais des fois, c'est pas le choix du médecin, c'est pas juste le choix de la patiente non plus. Les avantages de le faire en une seule étape, c'est justement les coûts moindres, le fait que la patiente ne se présente pas nécessairement à plusieurs reprises. On a un meilleur résultat psychologique, c'est certain. Et du côté esthétique, même pour le résultat final, c'est plus joli. Les inconvénients, eh bien, c'est la prolongation de la chirurgie. Évidemment, quand on pense à une chirurgie avec une reconstruction, il y a plus de temps pour la réhabilitation, ce qui fait qu'on peut avoir aussi des délais pour le traitement qui va être subséquent. Si on n'a pas fait de la chimio avant, on l'a fait après, s'il y a des complications, on peut jamais le souhaiter, mais ça peut arriver. Donc, ça peut être une conséquence. Et généralement, bien, c'est sûr qu'il peut y avoir si c'est fait plus tardivement, le résultat est un petit peu moins beau en contrepartie. Mais les retardés ont l'avantage que les marges sont négatives. On est plus au courant de la maladie. Un peu comme tout à l'heure, j'avais fait une chirurgie à la patiente. On désire faire une deuxième intervention. On sait que là, nos marges sont négatives sur une partielle. C'est intéressant. Et les inconvénients, c'est justement de faire ça en 2 temps. Et les reconstructions qui sont plus tardives, vous savez, il y a du délai. Ça, c'est dramatique. Puis c'est ce qui fait que des fois, on change notre conduite, on peut plus pousser parce qu'on se dit, elle va attendre 2 ans sinon, si je le fais pas, puis avec la radiothérapie. Alors ça devient maintenant un moindre... On le considère parce que les patientes en sont affectées, évidemment. Alors, ça m'amène à parler de la radiothérapie et des conséquences sur les reconstructions. Alors, la nécessité d'une radiothérapie est une contre-indication, mais relative. Ce qu'on fait, c'est que c'est sûr qu'avec le geste d'une radiothérapie, ça peut provoquer une fibrose, une contracture de la capsule, une guérison qui est moins bonne, des chirurgies qui sont en fait plus des fois compliquées avec des résultats esthétiques des fois moindres à long terme. Et dans les recommandations du NCCN actuellement, parce que c'est quand même une problématique controversée, on recommande que si on pense qu'on va avoir un implant, il est préférable d'utiliser d'abord un expanseur, de faire la radiothérapie et ensuite de mettre la prothèse terminale. Et si on pense que la patiente va bénéficier d'un tissu autologue avec ses propres tissus, on préférerait que la radiothérapie soit faite avant et de considérer la chirurgie par la suite. Mais par contre, il nous arrive tous des surprises et il faut toujours préconiser le traitement du cancer du sein. Et si on a besoin de radiothérapie, que ce soit sur une prothèse ou du propre tissu, on le fait.
Puis des fois, c'est effectivement, il y a quand même des conditions où c'est quand même très beau malgré tout, mais c'est le long terme que c'est souvent le problème. Alors, c'est une situation controversée, mais quand même, on a établi que si on a une radiothérapie qu'on pense supérieure à 50%, souvent on va attendre pour la reconstruction, dépendamment du cas par cas et de la patiente. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on aime mieux un résultat à long terme qui soit très joli plutôt qu'avoir des compromis avec des complications. Alors, quelle est la reconstruction choisir? C'est pas toujours celle que la patiente veut nécessairement, mais ça va dépendre de multiples facteurs qu'on décide, encore en collaboration avec le plasticien et le chirurgien. Ça dépend ce qu'ils veulent, les patientes, comme reconstruction au point de vue volume, de l'état de la peau. On parlait tout à l'heure des cicatrices, ça nous impacte aussi quand on a un trocar qui est passé dans une artère. Effectivement, on fait des examens pour voir si c'est possible de faire ces genres de reconstruction. Dépendamment de la graisse du corps, l'état de santé, le choix de la patiente, tout ça a de l'impact. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la patiente qui fume, que ce soit du tabac ou du cannabis, c'est une contre-indication. Donc, soit des fois, la période de chimiothérapie nous permet de les faire arrêter de fumer, on planifie l'opération. Des fois, là, c'est tout un processus, une trajectoire qui est importante à faire dès le départ. Alors, il faut savoir tout de même qu'il faut pas faire une chirurgie qui est plus risquée que pour avoir les bénéfices esthétiques. Alors, les mastectomies possibles, on peut faire la mastectomie totale, complète, conventionnelle, comme on l'a connu. Celle qui est la plus, évidemment, choisie, c'est la mastectomie avec préservation de l'enveloppe cutanée. La mastectomie, on peut même garder l'aréole et le mamelon. Et donc, on va en parler dans les quelques photos qui vont suivre. L'avantage de faire une préservation de l'enveloppe, c'est qu'on garde le maximum de peau, donc un meilleur résultat esthétique. On passe souvent par une incision périaréolaire où on enlève l'aréole pour le faire. Alors, on voit différentes incisions ici qui incluent ou excluent le mamelon en tant que tel. Donc, nos opérations sont beaucoup plus jolies qu'il y a 20 ans, même en prévention. La mastectomie avec préservation, c'est longtemps posé la question, préservation du complexe aréolaire. On s'est dit, hey, dans le mamelon, il reste encore des cellules de glandes, donc il y a un risque plus élevé. C'était difficile de dire à la patiente qui venait pour se faire enlever tout le sein, de dire, bon, il va te rester un tant de % sans avoir d'études. Alors, il y a beaucoup de monde qui se sont penchés là-dessus parce que ça a un impact, évidemment, pour beaucoup de patientes. Alors, ce qu'on s'est assuré de faire, c'est qu'il y a des études qui ont montré une certaine sécurité, puis on l'a utilisé au départ, surtout pour celles qui avaient une prévention uniquement de cancer du sein. Puis je vais vous venir avec celles qui ont des cancers. Il faut savoir que même si on préserve, par contre, l'aréole, on la dévascularise un peu, il y a une perte de sensibilité très souvent, perte de pouvoir érectile. Puis évidemment, la peau, elle peut avoir un plus grand risque d'avoir une nécrose. Donc on leur dit, oups, ça se peut qu'on l'essaye, mais que ça marche pas. On le recommande pas à toutes les femmes non plus. On ne peut pas dire, ah, ils vont vous garder le mamelon. Non. Il y a des critères physiques qu'ils demandent. Patientes jeunes, non obèses, qui ont des petits seins, c'est encore ça qui est le mieux parce qu'on veut pas que le mamelon se retrouve à la position en dessous du sein. On veut qu'il conserve sa bonne position. Alors, celles qui ont eu des chirurgies de réduction, malheureusement, on peut pas les conserver nécessairement. Je vous ai montré un exemple ici d'une patiente à qui j'ai enlevé ici le mamelon uniquement, mais j'ai préservé l'aréole. Ici, on a gardé tout à fait le complexe aréolo-mamelonnaire. Évidemment, vous comprendrez que ça fait en sorte que même le volume du sein va être un peu plus symétrique à ce moment-là. On en voit un autre exemple. Ça donne pas toujours le même résultat à chacun, dépendamment de ce qu'on va faire, et le temps aussi va s'ajuster. Alors, c'est sécuritaire de le faire. Il y a plusieurs études qui l'ont prouvé et c'est endossé maintenant par les grandes communautés savantes. Et le risque faible de récidive qui s'évalue autour de 3%. Mais on enlève vraiment beaucoup, vraiment tout juste assez pour la vascularisation et tout juste pour justement s'assurer qu'il y ait le moins de risque potentiel de développer un cancer. Je vous en ai mis quelques-unes pour que vous voyez que de plusieurs dernières publications au cours des dernières années nous montrent que c'est sécuritaire. Il y a des risques de complications, évidemment, aux reconstructions, et on en parle aux patientes. Les infections de plaies, je l'ai mentionné, nécrose du mamelon, saignement, les retraits de prothèses. Je vous dirais que c'est sûr que lorsqu'on perd nos prothèses après avoir eu des seins puis qu'on l'a fait en prévention, ça donne un coup. Tu trouves pas d'explication, puis ça peut être des fois très difficile au point de vue moral. Je vous montre ici un exemple de nécrose de l'aréole, qui fort heureusement, la nature a été bonne et s'est réparé presque tout seul avec la guérison spontanée. C'était une jeune dame. Mais c'est quand même des fois inquiétant autant pour le chirurgien que pour la patiente.
Alors, ce qui m'en vient à penser aussi que il y a des patientes on sait qu'ils ont un cancer du sein, on les voit à ce moment-là, on a des décisions à prendre, mais il y a des fois, on veut enlever l'autre sein. Qu'en est-il? Alors, la situation, il y en a deux. Celles qui ont déjà été opérées il y a plusieurs années, puis là, ils viennent d'apprendre, ils ont passé finalement par la génétique, puis là, il y a un gène, puis là, qu'est-ce qu'on fait? Et celles, on a parlé tout à l'heure, qui ont déjà eu un cancer. Alors, on voit qu'on est passé d'un taux d'augmentation de ce chiffre-là de mastectomie contralatérale de 2002 à 2012 de 4 à 13%. Il y a une recrudescence. Il est donc important d'individualiser le traitement et d'impliquer le patient dans la prise de décision. Et dans le contexte, il faut s'entourer de bonnes personnes. Alors, lorsqu'on a des logiciels qui peuvent nous aider à décrire le risque chez une patiente. Nous, on prend beaucoup Boadicea. Il y en a peut-être d'autres, mais actuellement, comme chez nous, je prends l'exemple, on évalue le risque autour de déjà 25 à 30%. On commence à y penser on met 30% dans les risques, mais il y a de la famille qu'il faut regarder à travers tout ça. Donc, ça nous donne un outil pour appuyer notre décision. Il y a des études qui ont maintenant analysé est-ce qu'on devrait le faire à toutes les patientes au complet qui ont des cancers du sein, sont à risque, sont jeunes. Je dois vous dire que jusqu'à actuellement, toutes les études ont démontré que le bénéfice de survie n'était d'une chirurgie préventive de l'autre côté quand ils ont fait un cancer et seulement pour les BRCA 1 et 2, mais on le diminue pour la peine de l'ordre de 48%. Alors, je vous mentionne quelques études que vous pourrez aller voir à votre guise, mais ce sont des études, bien entendu, rétrospectives. J'ai mentionné une étude canadienne. Pourquoi? Parce que c'est notre population. Et c'est une chirurgienne que je connais qui a fait l'étude. Et pour elle aussi a regardé leur population et ont mentionné que les indications claires de faire une chirurgie contralatérale, c'est celle qui avait une mutation génétique ou qui a eu un risque plus élevé. Exemple, des antécédents de radiothérapie qu'on voit moins souvent, mais en mantelet. Alors, on considère par contre le risque, s'il y a un risque moyen ou une symétrisation peut entrer en ligne de jeu, mais je pense que c'est des cas qu'il faut discuter avec le plasticien, avec l'équipe aussi de génétique. On veut pas en faire trop parce que non, c'est du surtraitement, c'est pas mieux non plus. On s'est attardé à dire, bon, écoutez, est-ce qu'il y a plus de complications? Oui, 1,9 fois plus de risque de complications si on fait une mastectomie unilatérale seulement. Alors, il y a des douleurs aussi qui sont associées et il y a quand même, malgré tout, une inquiétude au point de vue de leur sexualité, de leur image corporelle, même si elles sont reconstruites. On voit surtout quand les patientes n'ont pas de cancer, on voit que c'est plus dur et plusieurs études l'ont prouvé. Il y a une intéressante méta-analyse qui a été publiée l'an dernier justement sur tout le sujet, juste avec ou sans cancer du sein, puis voir s'il y a un bénéfice. Et eux aussi ont montré que il y avait une réduction du cancer, surtout chez les patientes qui avaient des mutations, mais pas d'incidence nécessairement sur la mortalité. Alors, seulement les BRCA 1 et 2 ont donc prouvé la différence de mortalité. Évidemment, au point de vue psychologique, on voyait un haut taux de satisfaction. La patiente a pris la bonne décision de se faire enlever le sein, mais par contre, une satisfaction moindre de l'image, plus que même celle qui a eu un cancer du sein. Puis c'est ce que ça m'a fait réconforter. C'est un peu ce qu'on avait vu même il y a 20 ans quand on avait fait une étude de qualité de vie chez nos patientes. Il faut savoir aussi que les patientes qui ont des mastectomies préventives, il y a quand même des reconstructions, un taux de réopération qui varie beaucoup s'il y a une reconstruction ou pas, de l'ordre de 64% dans ces méta-analyses-là. Pourquoi? Parce qu'on refait des formes, on rechange la prothèse. Une prothèse a une durée de vie aussi. Si on la fait à 20 ans, c'est sûr qu'il va y avoir un changement de prothèse en cours de route. Donc, c'est tout en considération. La conclusion des auteurs de cette charmante méta-analyse était que ça nécessitait encore plus d'analyse, des études prospectives surtout, et qu'on considérait en fait les mastectomies bilatérales, surtout les patients à haut risque, tels que mentionné, mais contralatérales, il fallait quand même considérer que l'impact sur la survie n'était pas toujours dans tous les gènes. Et donc, individualiser, on revient à individualiser le traitement pour éviter le sous- ou le surtraitement. Après cancer du sein, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une très bonne discussion avec la patiente, avec un counseling génétique. Il faut savoir le pronostic de la tumeur. La patiente qui a fait un in situ il y a 10 ans, c'est pas le même impact que la patiente qui a fait un cancer inflammatoire il y a 1 an, avec un risque de métastase beaucoup plus grand que de faire une chirurgie du sein qui va prévenir le cancer du sein. C'est important de l'expliquer parce que c'est très difficile des fois d'accepter tout ça. Ils veulent pas vivre le deuxième cancer, ils veulent pas vivre la deuxième chimio, la patiente, mais en même temps, ce qu'ils oublient, c'est que peut-être qu'ils vont avoir de la chimio parce qu'ils ont une métastase. Alors, c'est important d'expliquer les risques et bénéfices aux patients et des complications aussi qui ont lieu avec une reconstruction.
Des fois, je leur dis toujours, quand ils viennent, ils ont un cancer inflammatoire, ils sont encore dans des complications, puis ils me disent, je veux me faire enlever l'autre sein, je veux pas revivre ça. Je dis, écoutez, on peut pas peinturer la galerie pendant que la maison est en feu. Fait que c'est un peu, là, mais c'est très difficile, puis c'est des longues aussi consultations. Alors, en ce qui concerne celles qui ont un cancer du sein, je pense que on le considère d'enlever les 2 seins d'emblée. C'est facile quand les patients ont déjà eu un diagnostic de mutation, puis ils ont juste pensé, puis là, oups, ils développent un cancer. Eux autres, là, si c'est possible, on va leur faire les 2 en même temps parce qu'ils ont eu le temps de mijoter leur décision. S'il y a une histoire familiale positive beaucoup, puis que l'histologie non plus est pas très agressive, on va favoriser le traitement des 2 seins. Les patientes qui ont des carcinomes lobulaires infiltrants, ils ont souvent plus tendance à être des 2 côtés. On va aussi être plus penché vers d'y aller des 2 côtés. Et évidemment, si on fait l'investigation, l'IRM, puis là, il y a déjà des anomalies, il y a des biopsies qu'on fait. Souvent, ça va favoriser le désir aussi de la patiente d'avoir une deuxième chirurgie. Alors, aussi l'avantage, c'est d'avoir une symétrie des 2 seins. Je mentionne également, je pense que c'est important, les VUS. Alors, on sait que, comme l'a mentionné j'oublie son nom, lors de la première présentation, on n'a pas de données sur les VUS assez pour évaluer le risque. Je pense qu'il faut savoir que la plupart vont être bénins, donc il n'y a aucune indication de chirurgie prophylactique. Comme dernière slide, je vous ai mis en fait un autre consensus de la Société américaine des chirurgiens du sein et qui en fait vont juste rappeler ce que je vous ai mentionné en disant qu'effectivement on s'est posé beaucoup de questions et c'est important de les poser pour pas qu'on aille justement des trop de traitements ou pas assez de traitements. Alors ce qui est à retenir, c'est qu'effectivement il faut suivre les recommandations. Je vous ai mis les nouvelles recommandations actuelles, mais ça va peut-être changer d'ici encore les prochaines années, puis c'est important de rester éveillé, que des nouvelles mutations aussi qu'il faut prendre en considération, mais connaître vraiment le risque et le risque par rapport à la famille. Fait que quand j'ai une mutation que je connais plus ou moins, j'aime ça avoir l'appui moi du généticien pour me dire c'est quoi son réel risque du sein. Puis que évidemment les VUS, on ne fait pas de chirurgie préventive, mais qu'il faut quand même avoir les données qui vont nous subséquentes, qui vont dire ça a un impact ou pas. Il y a plusieurs considérations chirurgicales. Donc, pour le chirurgien, maintenant, c'est pas simple. Quand on voit une jeune patiente arriver en bas de 40 ans, il faut tout que ça défile dans notre tête et il faut penser qu'il faut avoir une consultation génétique rapide. La mastectomie a un rôle à jouer pour la chirurgie. C'est la reconstruction aussi. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Le rôle du dépistage génétique sur le traitement médical devient de plus en plus important. On le voit dans le cancer de l'ovaire, mais aussi dans le cancer du sein. Fait qu'on en voit qui vont rapidement faire des métastases. On aime ça le savoir souvent rapidement. Et je soupçonne que rapidement, on va avoir aussi des traitements adjuvants qui vont nécessiter d'avoir un test génétique. Donc, c'est à suivre. Je vous ai laissé quelques références et puis je suis prête aux questions.